Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique et de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises, un axe fort de leur développement. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Francis Gelb, le président de Sabre, la marque qui casse les codes des arts de la table depuis bientôt 30 ans. Il tient un discours de vérité sur les freins à la transition environnementale dans son secteur. Comment recréer une industrie du vélo en France? Quelle volonté politique, quel délai pour y arriver? C'est un enjeu majeur pour les prochaines décennies et le thème de notre débat tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez Etiwork, c'est une librairie de contenu dédiée à l'impact dans la mode et le luxe essentiellement. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Francis Gelb, bienvenue. Heureux de vous accueillir dans Smart Impact. Vous êtes avec votre femme Pascale, les cofondateurs de Sabre. Vous aviez quelle idée, quelle ambition quand vous l'avez créé? C'était en 1993. Bonjour Thomas Hugues, merci de me recevoir. En fait, moi je suis né dans le secteur des arts de la table. Mon père avait une orfèvrerie, il faisait du métal argenté. Et un beau matin, j'ai eu comme une vision de ce que je voulais que soit la table moderne. J'avais une idée de table moderne. Avec des couleurs, avec des codes un peu différents. Colorée, vivante, parce qu'en fait, jusqu'à il y a assez peu de temps, la table, c'était quelque chose de très guindé, très cher, ou bon marché, très coloré, mais il n'y avait rien au milieu. Et moi, j'ai eu cette vision. Dans l'entreprise familiale, je savais que je ne pourrais pas le faire, donc j'ai quitté l'entreprise familiale et j'ai monté mon entreprise. Et j'ai démarré dans la cuisine de ma femme, dans le Marais. C'est drôle, dans la tech, c'est dans un garage et voilà, forcément, dans les arts de la table, c'est dans une cuisine. Quelques chiffres sur Sabre. Aujourd'hui, 35 salariés, dont 26 à Aigremont, c'est dans les Yvelines. Un chiffre d'affaires 2020 de 4 500 000 euros. Un chiffre d'affaires prévisionnel pour cette année de 7 millions d'euros. 80% de ce chiffre réalisé à l'export. C'est donc une période de forte croissance pour Sabre. On le voit avec ces chiffres. Il y a eu un effet Covid. Pourquoi les 18 mois écoulés, est-ce que ça a joué? Alors oui, bien sûr que ça a joué. On va dire que ça a accéléré, comme pour beaucoup de monde. Le job, il était fait. Alors ça faisait des années qu'on stagnait. On a repris les choses en main en courant 2018. On a travaillé avec une agence marketing pour repositionner la marque. Ensuite, on a travaillé avec une agence digitale pour avoir un site qui racontait quelque chose qu'on était absolument incapable de faire. Et quand la pandémie est arrivée, on était prêts. Alors, on peut dire que c'est de la chance, mais surtout, on avait fait le boulot. Vous aviez anticipé. On avait anticipé. Sans savoir qu'il y aurait une pandémie, mais l'image digitale, l'image numérique, elle était là. On avait fait le job. Et ce qui nous a permis, quand la pandémie est arrivée, on a juste mis, le 17 mars, un petit panneau, le site reste ouvert. Et on a vu les commandes affluer, monter à un niveau qu'on ne connaissait pas. Incroyable. Et il faut aussi se rappeler que tous les pays à l'export n'ont pas confiné de la même façon que nous. On s'est mis à travailler en Asie, qui était vraiment une partie du monde dans laquelle on ne faisait rien, parce qu'on est fabricant de couverts, ils mangent avec des baguettes. Donc ça ne nous aidait pas. On n'a jamais fait grand-chose en Asie. Et à partir de ce moment-là, quand l'Asie a rouvert, l'Asie a cherché des nouveaux produits. Et grâce aux réseaux sociaux, principalement Instagram, on a vu affluer des demandes d'Asie. Alors, pour nous, le premier marché d'Asie qui a démarré tout de suite, ça a été la Corée, ensuite Taïwan. Et là, on voit la Chine commencer à monter. Et c'est juste incroyable. Et les États-Unis, qui représentaient déjà 35% de notre chiffre, ont fait x2 quasi instantanément. Les Américains se sont retrouvés chez eux à ne pas trop savoir quoi faire. Et ils ont consommé. C'est des Américains. Oui, et puis même les Français, les Européens, on s'est tous retrouvés chez nous avec un regard différent sur la maison, l'appartement et donc aussi la cuisine et les arts de la table. Si le marché chinois est en train de s'ouvrir, c'est une sacrée perspective de croissance, ça. C'est justement un peu vertigineux, quoi. C'est vertigineux et on freine le plus possible, on ralentit parce qu'en fait, on a une croissance, on a fait x2 en 12 mois. Je serais bien incapable de refaire x2 dans les 12 prochains mois. Je n'ai pas le bâtiment, je n'ai pas la structure,
il faut vraiment qu'on ralentisse, qu'on temporise, qu'on absorbe notre croissance et après on pourra se développer. Alors on va parler de votre politique RSE. Vous avez bénéficié d'une aide de la BPI l'an dernier avec notamment un consultant RSE. Pourquoi cette démarche? C'était quoi votre objectif? Alors l'idée, j'ai fait partie du premier accélérateur Modélux de la BPI et dans le cadre de la BPI, dans l'accélérateur, on avait donc des cours. On avait également accès à des consultants. Alors on a pris un premier consultant sur l'omnicanalité, donc plutôt digital et physique, et on a travaillé avec un deuxième consultant. Le but étant, c'était la RSE, parce que dans le cadre de cet accélérateur, un des intervenants nous a fait une formule qui m'a vraiment marqué. Il m'a dit, en fait, vos entreprises, ce sera des produits de la RSE plus tard, oubliez le reste. Et c'était vraiment fort comme formulation. Et la RSE, moi j'ai 57 ans, c'est pas un truc naturel. Alors il y a plusieurs aspects dans la RSE. Il y a des choses où on a une appétence qui s'est forgée au fil des ans. C'est le bien-être de nos salariés, pour lesquels on faisait déjà des choses. On a mis en place il y a 25 ans une mutuelle complémentaire qu'on paye à 100% pour nos salariés. On a fait d'autres petites choses. Mais sur le reste, si c'est juste remplacer les gobelets en plastique par des gobelets en bambou, c'est un peu court comme stratégie RSE. Donc on a fait appel à un consultant. Et alors ce consultant, quel constat il fait? Parce que c'est souvent ça le point de départ. On fait le constat, puis ensuite on se dit vers où on va. Alors, le premier constat qu'il a fait, il s'est aperçu qu'on était des assembleurs de couverts. Nous, on n'a pas d'outils industriels, on fait de l'assemblage. C'est qu'il s'est dit que l'impact de sabre en soi, l'atelier, il y a peu d'impact. Il y a peu d'impact. Par contre, il nous a ouvert des pistes sur ce qu'on pourrait faire. Le premier sujet étant la traçabilité. Donc nous, on fait sous-traiter tout ce qu'on fait. Donc c'est la traçabilité et les conditions de travail des gens qui travaillent dans les ateliers où on achète. Alors pour nous, c'est France et Italie à 90% entre les deux. Ensuite, le deuxième sujet, c'était notre chaîne logistique. La chaîne logistique, c'est... Alors, pour nous, là où on a le plus d'impact, c'est sur des gaines en plastique dans lesquelles on emballe nos couverts. Donc ça, c'est les emballages. Ça, c'est nos emballages. Donc vous passez au carton, c'est ça? Alors, on a essayé de passer au carton, et là, on a eu des réactions extraordinaires de la part de nos clients en B2B. Ouais. Jusqu'à présent, on emballait dans des films transparents et on remballait dans des gaines transparente, plus épaisse, avec un ziploc et notre logo dessus. Et on s'est mis à emballer dans des boîtes. Et là, nos clients nous disent, halte là, c'est pas pratique votre truc. On voit pas du tout ce qu'il y a dans les couverts, dans les paquets. Dans les boîtes. On voit que des Donc boîtes. Ça, c'est le B2B. Hein. Ça, c'est B2B. Ouais. Alors que sur le B2C, on commençait à avoir des remarques de nos clients, donc des particuliers, qui disaient, j'ai reçu le colis sabre, super les couverts, mais alors l'emballage, c'est une catastrophe. Pourquoi il y a du plastique? Que du plastique. Ouais. Donc ça, c'est contradictoire. C'est complètement contradictoire. Mais en fait, notre clientèle B2B, c'est une clientèle qui a pas 25 ans. Les gens qui ont des boutiques d'art de la table sont des gens qui ont mon âge. Qui sont de notre génération et qui ont peut-être moins l'appétence pour la transition écologique. Ah oui. Mais alors, je vous interromps parce que on vous a fait venir ici parce que vous avez participé à un article de l'Express avec un discours de vérité qui est quand même assez intéressant sur les limites de la transition écologique, notamment quand on est une PME. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont juste pas possibles, c'est ça? Ouais. Alors, donc le consultant nous a indiqué 4 entreprises pour sourcer des produits plastiques, enfin du plastique compostable. Super. On a fait coter les 4 entreprises et on s'est retrouvé avec des devis qui correspondaient entre 2 fois et 3 fois le coût de nos appros actuels. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est une boîte de 35 personnes? Est-ce qu'on se dit, et ça c'était vraiment la réflexion, est-ce qu'on se dit, est-ce que c'est pas à nous à sauver la planète, ou alors est-ce qu'on se dit, tous les petits pas comptent et il faut y aller? Alors, de toute façon, il faudra y aller. Mais 3 fois le prix, c'est compliqué. La seule chose, c'est que tant qu'on ne sera pas tous contraints d'y aller, en même temps, qu'on ne nous dira pas, on mettra une date butoir pour nos emballages en plastique. Alors, ils sont recyclables, mais il faudrait qu'ils soient compostables. Ouais. Qu'on ne nous donne pas une date butoir et que les industriels de la matière plastique
ne basculent pas, eux, massivement sur des matériaux compostables, en fait, ce sera toujours trop cher pour des petites boîtes. Oui, pour les PME, vous ne pourrez pas impacter suffisamment. Donc, vous demandez une réglementation, en quelque sorte, quoi. Ce serait l'idéal, Oui. qu'on réglemente et qu'on oblige les fabricants à basculer sur des produits éco-responsables. Ça permettrait que les prix baissent. C'est la seule façon de faire baisser les prix. Donc ça, c'est vrai pour les emballages compostables, c'est vrai pour le bois biosourcé aussi, par exemple. Les prix sont rédhibitoires. J'ai un exemple qui est amusant. On achète du teck. Ouais. Et donc, on a des couverts avec des manches en teck. Et notre sous-traitant, qui nous fournit le teck, a un magnifique site où il met que tous les bois sont FSC, bien labellisés. Et j'y mets le mien, vous pouvez me fournir les labels? Non, le vôtre, non. Il est pas. Je voudrais un qui soit FSC. Il me dit non, mais ça va vous coûter trop cher. Donc en fait, il y a une double démarche aujourd'hui de beaucoup de monde. Il y a ce qu'on affiche et la réalité. Et ça, nous, on n'est pas une énorme entreprise et on le subit complètement. Donc on ne peut pas imposer à nos sous-traitants d'acheter des bois FSC parce qu'ils nous répercutent les prix de telle façon qu'on dise non, on n'ira pas parce que c'est trop cher. Donc c'est un vrai problème. Voilà, discours de réalité, discours de vérité sur la transition écologique. Merci beaucoup, merci Francis Gelb, bon vent à Sabre et un coucou à Pascal, Hugo et Camille, évidemment. On passe à notre débat sur l'industrie du vélo Made in France. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Comment recréer une industrie du vélo en France? Quelle volonté politique, quel délai pour y arriver? C'est le Zoom de Smart Impact avec mon invité Guillaume Gouffier-Cha. Bonjour. Bonjour Thomas Hugues. Bienvenue, vous êtes député LREM du Val-de-Marne et vous vous êtes lancé dans un tour de France de ceux qui fabriquent les vélos encore dans notre pays. C'était ça l'idée? Alors c'est ça l'idée. Alors un tour de France. L'idée en fait, c'est qu'on voit qu'on développe actuellement massivement l'utilisation du vélo dans notre pays. Et que l'objectif est de passer de 3% à 9% la part des déplacements faits en vélo en 2024. Donc c'est demain, c'est très rapide. Et on est encore en retard, Ouais. on est un peu en dessous de 4 aujourd'hui, D'accord. et à 12% en 2030. Donc ça, c'est le constat de départ. C'est le Il y a eu constat, l'effet c'est les Covid, il y a eu objectifs. les coronapistes, on voit beaucoup plus de C'est vélos. lancé depuis 2017 et Ouais. depuis 2018 avec le plan vélo qui avait été présenté à l'époque par le Premier ministre d'alors, Édouard Philippe, avec un fonds vélo qui permettait de développer notamment les infrastructures, qui permettait de mettre en place des politiques de lutte contre le vol, du savoir rouler aussi, et puis de mettre en place ce qu'on appelle le forfait mobilité durable pour développer l'utilisation du vélo dans le cadre professionnel. Et à travers les différentes lois, les différents textes, à travers les différents échanges qu'on a pu avoir avec les acteurs, au bout d'un moment, on s'est dit, mais si on développe le vélo, si de plus en plus de Français prennent le vélo pour se déplacer, fabriquons ces vélos en France. Oui. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a 2,7 millions de vélos qui sont vendus, je crois, cette année, avec une hausse de plus de 25% du chiffre d'affaires sur cette filière, et seulement 660 000 qui sont fabriqués en France. Quand le Portugal, par exemple, en fabrique 3 millions. Mais et donc, quand vous dites fabriqués en France, parce que non seulement ils sont fabriqués en France, mais ils sont montés. C'est-à-dire que les composants, ils viennent d'où? Si on prend un vélo. Les composants, ils viennent essentiellement des pays asiatiques aujourd'hui. Ouais. Et sur un certain nombre de composants, nous avons perdu au passage les brevets et la capacité d'en construire chez nous. L'un des premiers objectifs, ce serait peut-être déjà de ramener les cadres. Le cadre, parce que c'est autour du cadre que se construit la base. Un vélo et se développe le vélo. Et puis, c'est là où il faut effectivement soutenir l'ensemble des acteurs, et bien entendu ceux qui fabriquent le vélo. C'est à eux qu'on pense en premier lieu. Il y a une centaine d'entreprises à travers le pays. Alors en ce moment, effectivement, j'ai commencé un tour de France avec un certain nombre d'acteurs pour aller rencontrer. Ça a démarré chez Cycle Europe à côté de Troyes il n'y a pas longtemps. Je serai demain matin dans les Vosges pour rencontrer l'usine Moustache qui est justement bloquée cette semaine, faute de pièces détachées qui sont bloquées par les pays asiatiques et gérées à la manufacture française à la fin du mois d'août. Et au Portugal, début du mois de septembre, pour voir la vallée du vélo au Portugal et comment cela s'est construit. Mais quand je parle de filière, ce n'est pas que le vélo. Moi, j'ai une conviction, c'est qu'on peut reconstruire du vélo en France.
on peut s'en donner les moyens avec une vraie qualité de vélo. Le vélo étant un objet qui peut évoluer, sur lequel on peut apporter des innovations, et que notre pays a une histoire particulière avec le vélo. Pas que... il y a le Tour de France, bien entendu, c'est le vélo, c'est le pays du Tour de France, et de la culture du Tour de France. Il faudrait passer, d'une certaine manière, à la culture du vélo de tous les jours. Et ce qui était le cas... le vélo, c'est les premières vacances en 1936. Il y a tout ça dans l'imaginaire collectif autour de la bicyclette. Dans toute la construction du vélo, les évolutions du vélo dans notre pays. Mais je pense que ça nous pourrait revenir. Pardon de vous interrompre, mais c'est quoi le délai? Quand vous dites on peut, il faut une volonté politique, c'est faisable, on peut reconstruire une filière. C'est quoi? C'est en 2 ans, en 5 ans, en 10 ans? C'est quoi le délai? Les délais, pour le moment, je commence mes travaux dessus. Donc je ne vais pas fixer... il faut que ce soit le plus rapidement possible. Ça, on est tous d'accord. Il faut que ce soit le plus rapidement possible. Comme ça, il y a des acteurs, vous dites quoi? Ça prend forcément plusieurs années. Ça ira très vite si on structure une filière. Qu'est-ce que c'est une filière d'une certaine manière? Une filière, déjà, avant une filière, il faut se fixer des objectifs. Moi, je pense qu'on doit fixer l'objectif de redevenir les numéros 1 mondiaux sur le vélo. Derrière, il faut structurer une filière avec l'ensemble qui réunit l'ensemble des acteurs. Réunir l'ensemble des acteurs, c'est bien entendu les fabricants de vélos, mais pas que. C'est les infrastructures aussi. Ceux qui fabriquent les pistes cyclables, ceux qui fabriquent les abris, ceux qui fabriquent les espaces de respiration, où là aussi nous avons une capacité, des compétences qui nous permettent d'être parmi les meilleurs au monde, que ce soit sur la fabrication sur notre territoire, ou à l'exportation. Et puis en plus, on a besoin des infrastructures parce qu'on observe quand même que le vélo, il se développe et on tiendra les objectifs de développement de l'utilisation du vélo si on fabrique les infrastructures. Et là, il y a un enjeu d'accélérer même. C'est un message que l'on voit aux collectivités territoriales. C'est vrai aussi, par exemple, pour ranger son vélo d'une façon sécurisée, avoir ces espaces-là. Il y a peut-être les collectivités territoriales à mettre dans cette, et les pouvoirs publics à mettre dans cette filière. Il y a les représentants, les partenaires sociaux, parce qu'il y a un enjeu de développement de l'utilisation du vélo dans le cadre professionnel. Il faut mettre l'ensemble de ces acteurs auprès de qui il faut fixer des objectifs en commun, une capacité d'échange au quotidien, quasiment, et puis derrière définir des pôles en fait en France, des pôles de développement de l'ensemble de ces. Alors vous disiez on a perdu quelques brevets. Est-ce qu'il y a tout simplement des savoir-faire aussi qui ont disparu, qu'il faut recréer? Alors certainement. Il y a des savoir-faire qu'il faut recréer. Je reviens sur les brevets parce que sur le premier déplacement que j'ai fait chez Cycle Europe, il y a quelques semaines, il y a 2 éléments qui m'ont beaucoup marqué. 2 choses que je n'avais pas dans le scope. Premièrement, la perte des brevets sur un certain nombre de technologies, notamment les dérailleurs par exemple. Donc il va falloir les récupérer et voir reprendre notre marge de l'innovation, je pense, sur les dérailleurs. Ou recréer, réinventer quoi. On peut, c'est un outil qui doit en permanence s'améliorer. On le prouve sur la connectique au passage. J'ai rencontré dans ces déplacements des jeunes fabricants de vélos qui développaient de nouvelles technologies assez fabuleuses autour du vélo, et notamment la connectique qui permet par exemple de bloquer le vélo depuis son téléphone, ce qui est assez fou, ou de le suivre. Et ce qui ça permettrait de répondre quand même au sujet de la peur du vol ou du vol de vélo. La deuxième chose, c'est la formation. Ces jeunes entrepreneurs que j'ai rencontrés qui fabriquent des vélos, ils ont tous été se former à l'étranger. Les formations n'existent plus dans notre pays. Et je pense que nous devons, par exemple, dans la filière, retrouver 2 acteurs, la formation et 2, l'innovation, donc s'appuyer sur des pôles universitaires. Il y a combien d'emplois en jeu? Aujourd'hui, c'est une filière qui a 80 000 emplois, directs et indirects. On estime que dans les 10 prochaines années, il pourrait y avoir 10 000 créations d'emplois dans le secteur. 10 000, alors que la filière, je pense, n'est pas encore structurée aujourd'hui. Donc ça peut être beaucoup plus. Le vélo aujourd'hui, c'est 80 000 emplois. Ce sera près de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023-2024. Je pense que si nous structurons la filière, comme je le dis, avec l'ensemble des acteurs, des pôles... C'est des emplois pour longtemps, parce que c'est un des nouveau emplois, mode de déplacement qui est fait pour durer, tout simplement. Qui est fait pour durer, qui permet de réindustrialiser des territoires qui en ont besoin. Et quand on regarde aujourd'hui où se positionnent certains constructeurs de vélos, ce sont sur des territoires qui ont besoin de voir des industries revenir. Ce sont des métiers qui attirent, parce que c'est positif. Tout ce qui est autour du vélo, de manière générale, est positif. Est-ce que un dernier point, la possibilité de la reconversion sur un certain nombre de métiers. Je pense, et en partie, par exemple, sur l'automobile. Dans les moments de la fluctuation, je pense une possibilité sur
des salariés de l'automobile de passer sur le vélo, d'où par exemple des échanges à avoir aussi avec la structure, la filiale d'automobile. Est-ce que Guillaume Gouffier-Cha, vous êtes député LREM, je le rappelle, est-ce que c'est une mission parlementaire que vous menez là ou est-ce que c'est un peu à titre personnel? Alors pour le moment, c'est à titre personnel. Alors, je suis le président des élus, je suis le coprésident avec plusieurs de mes collègues sur le club des élus nationaux pour le vélo. Oui. Je suis depuis le début du quinquennat l'ensemble de ces sujets avec plusieurs autres collègues. Je pense par exemple notamment à Jean-Marc Zulesi, Marietta Caramanli, Mathieu Orphelin. Bien entendu, nous suivons ces sujets-là. Et je pousse depuis plusieurs mois auprès du gouvernement, effectivement, pour avoir une mission parlementaire. Qu'est-ce que ça changerait? Alors, je l'ai démarré. Ce qui changerait d'avoir la mission parlementaire, c'est la reconnaissance de l'État. Et on a besoin de l'État. Mais c'est étonnant qu'elle ne soit pas déjà là. Parce que ce que vous dites, c'est une évidence. Donc, ça fait depuis plusieurs mois. En fait, c'est fin d'année, début d'année l'an dernier, avec des échanges avec Thierry Ducrest, le délégué interministériel au vélo, avec Olivier Schneider, bien entendu, le président de la Fédération des usagers de la bicyclette, avec Jérôme Valentin de Cycle Europe, avec Pierre Cerne de Ville et Territoires Cyclables, où on a fait beaucoup, mais là, on a le sentiment qu'il faut développer la fabrication, qu'il faut développer toutes ces compétences dans nos territoires, et d'où des premiers échanges informels sur la filière, et d'où des premières remontées au gouvernement en disant « Regardez le potentiel qu'il y a ». Il y a dans des chiffres à plus de 25% de chiffre d'affaires, on a des perspectives de création d'emplois, on a des perspectives de réindustrialisation, d'innovation, et en plus d'envie de jeunes acteurs de venir dedans. Et pareil sur les infrastructures, où on retrouve ces mêmes enjeux. Donc il y a quelque chose à structurer davantage. Et d'où les travaux en fait que j'ai précommensés avant la mission, qui pourraient arriver dans les semaines qui viennent. On espère que cette mission sera organisée rapidement. À la fin du mandat. Merci beaucoup. Merci Guillaume Gouffier-Cha et bon Tour de France, même si c'est un terme un peu exagéré, mais en tout cas vous faites le tour des acteurs du vélo en France aujourd'hui et on espère que la mission parlementaire va se mettre en place très rapidement. On passe à Smart Ideas. Merci beaucoup. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas pour vous faire découvrir Etiwork aujourd'hui avec Thibault Ledunois. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes consultant chez Etiwork. C'est une librairie de contenu. Ça veut dire quoi ça exactement? Oui, alors Etiwork c'est un studio d'impact, donc on est plutôt un collectif et aujourd'hui j'entendais tout à l'heure quelqu'un qui disait qu'il fallait y aller ensemble, donc la mode et le luxe va ensemble et donc nous on est un peu un collectif et en l'occurrence on a développé une librairie qui regroupe l'ensemble des études et des contenus sur le luxe et la mode durable, ce qui est aujourd'hui un gros enjeu puisqu'il y a énormément de contenus qui sont produits. La problématique, c'est de la trouver et de la trouver aussi selon son bon niveau d'expertise. Et donc, qu'on soit consommateur ou professionnel du secteur, c'est parfois compliqué d'avoir accès à l'information, de se former sur ces sujets. Et donc, c'est un peu à ça que répond la librairie qu'on a développée. D'accord. Avec quel type de contenu? C'est des articles, des vidéos, c'est du témoignage, c'est quoi? Aujourd'hui, on est plutôt sur des rapports et des études parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait, en fait, aujourd'hui, il y a des bibliothèques pour les livres et les romans. Il y a des cinémas, voilà. Et en fait, aujourd'hui, il y a une problématique, c'est d'avoir accès aux études. Sur les articles académiques, par exemple, c'est assez facile de trouver un article académique sur un sujet précis. Sur les études, c'est plus compliqué. Donc, on a à la fois des études de consultants, à la fois des études de coalition. C'est le cas de Paris Good Fashion, par exemple, un ensemble de choses. Et puis aussi des chaires académiques. Par exemple, il y a Tech & Care à Roubaix qui travaille sur ce sujet. Donc, on rassemble en fait un ensemble de contenus internationaux et français sur les sujets. Alors, il y a la tech, mais il y a surtout la mode et le luxe. Pourquoi ces deux secteurs? Pour vous, c'est peut-être par appétence, mais sont deux secteurs avec un levier d'impact important? Oui, aujourd'hui, la mode et le luxe sont très exposés en fait à l'impact environnemental. Ils sont un peu l'incarnation aussi d'une forme de surconsommation, alors qu'on devrait aller vers une forme de sobriété. Et de fait, les scientifiques ne cessent de le rappeler. Et donc, la mode aujourd'hui, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est à la frontière de modes de consommation qui sont assez extrémistes et qu'il faut réinventer. C'est aussi très social, la mode. Ça a été Chanel a libéré les femmes, le collant a libéré les femmes, les hommes aussi, la montre à gousset, etc. Il y a énormément d'histoires, de liens avec la société. Et de fait, aujourd'hui, la mode va être un levier, en tout cas pour moi, de réinventer une société, de réinventer des imaginaires. Et donc, c'est hyper important de la réinventer et de revoir les pratiques de sourcing, les pratiques de consommation, les pratiques de packaging. Il y a énormément de choses à faire. C'est une industrie qui se réveille depuis à peine une dizaine d'années, et le luxe aussi. Et
c'est une industrie qui se réveille, où les grands groupes, parce qu'il y a vraiment des grands groupes très puissants, notamment français, ils sont aiguillonnés par des gens comme vous, ils sont aiguillonnés par des startups. C'est ça le mouvement qui est en train de se passer? Je pense qu'en 2013, il y a le Rana Plaza qui s'est effondré au Bangladesh. Ça a été vraiment un coup dur pour toute l'industrie. On s'est un peu renfermé pendant 5 ans pour essayer dans notre cuisine, essayer de tout réparer. Et puis là, on est en train d'ouvrir le sujet parce que les consommateurs sont de plus en plus exigeants. J'espère que ma génération est hyper activiste et qu'on va aussi essayer de pousser ces groupes à changer. Et puis, de fait, aujourd'hui, il y a une urgence qui est dans la rue. Et donc, il faut aujourd'hui proposer des alternatives. Et ce n'est pas aux consommateurs de faire la démarche, c'est bien aux groupes et aux entreprises de changer. Mais ce qui est intéressant, vous l'avez dit, hein, c'est particulièrement intéressant dans ce secteur, c'est que c'est un secteur de collection, quoi. C'est-à-dire que 2 fois par an, on propose des collections et de fait, on incite les consommateurs à acheter de nouveaux vêtements alors qu'ils en ont déjà plein leur placard. Donc, vous dites de collection, et en fait, de collection, c'est minimum parce qu'aujourd'hui, les grands groupes de fast fashion, c'est 26 collections par an. Enfin, c'est hallucinant. Et aujourd'hui, d'ailleurs, vous voyez même la Fashion Week là, qui a lieu en ce moment. Hein. La Fashion Week, avant, on avait des Fashion Week, mais pendant toute l'année. Aujourd'hui, on est en train de revoir ce calendrier en se disant, mais ça n'a plus de sens. Il y a aussi beaucoup de designers et de créateurs, plutôt dans le luxe en l'occurrence, qui ont dit, mais stop, on arrête, parce que même humainement, en fait, on n'y arrive plus. La créativité est réduite, et je pense que l'industrie de la mode, et pour la créativité et pour la société, on a tout intérêt à se réinventer et à apporter de nouveaux messages. Mais le modèle économique, il y a un modèle économique malgré tout, si on revoit cette logique-là. Voilà, aujourd'hui, moi, je travaille pour une marque qui s'appelle Patine. Elle n'a pas de collection, elle fait quasi que sur commande. Et en fait, aujourd'hui, elle dit à ses clientes, si vous voulez acheter, vous attendez. Et puis c'est très bien. Et puis les clientes sont contentes. Et en fait, on aime d'autant plus nos vêtements, on les garde plus longtemps, et tant mieux. Et en fait, il y a plein de nouveaux modèles économiques. Patine, ça fait partie des marques de mode qu'on avait reçues ici. Merci beaucoup, merci Thibaut Ledunois d'être venu exposer l'engagement d'Etiwork. À bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous sur bismart.fr évidemment ou sur les box. Salut à toutes et à tous.